voilà, nous continuons nos rencontres au Café littéraire. Nous découvrons les derniers livres parus des auteurs qui sont avec nous sur le plateau pour vous donner l'envie de continuer la rencontre dans le livre, plus intimement, avec l'histoire que nous raconte l'auteur. Alors, nous avons sur ce plateau Luc Lang, qui n'est pas venu à Saint-Malo depuis bien, bien longtemps, mais que je suis bien heureuse de revoir. Nous avons à côté de moi, je vais essayer de le prononcer bien, Aparecida. C'est beau, le prénom. Villa, comment on dit après? Villassa? Villassa. Villassa. Aparecida Villassa. Et puis, à côté de moi, Nina Bouraoui, que je suis vraiment heureuse d'accueillir pour la première fois quand même ici. Oui, même si Saint-Malo est une terre presque natale pour moi. Absolument, oui, absolument. Et puis, à côté de Nina, Ève Guéra, qui vient pour nous parler d'un tout premier roman. On va y revenir tout à l'heure. Et puis, à côté, vous connaissez, il s'appelle Pascal Jourdana. Et, et il co-anime avec moi les cafés littéraires. Alors, on va commencer peut-être par le livre de Luc. Luc, tu tournes. Oui, non, ça va. Tu es bien là, comme ça? Oui, pour qu'on te voit bien quand même. Mais... les gens, tu sais, ils ont des grands écrans aussi. Là, tu veux que je me lève? sur les côtés. Non, 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 non. ça va aller. Non, non, je t'en prie, reste assis. Il est né à Suresnes. Luc Lang habite en région parisienne, peut-être. Je ne sais pas, d'ailleurs, je ne t'ai pas demandé. À Montreuil. Il enseigne l'esthétique aux Beaux-Arts à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy. Il est aussi professeur d'esthétique et de philosophie de l'art moderne. Et bien sûr, il est écrivain. Il a écrit des nouvelles, des romans, dont 1600 ventres, parus en 98, prix Goncourt des lycéens, La Tentation, chez Stock en 2019, prix Médicis 2019. Des essais aussi, comme Note pour une poétique du roman, et en 2011, Délit de fiction chez Gallimard. Il a repris des thèmes développés dans Mother, Stock 2012, c'est ça, tels que l'affiliation, le rapport au corps et la résilience, dans ce livre dont nous allons parler aujourd'hui, Le récit du combat, qui est paru chez Stock en 2023 et qui raconte en fait... là, c'est un récit, c'est pas romancé. C'est pas romancé du tout? Si, enfin, c'est-à-dire que le roman est quand même le genre qui me plaît le plus, puisque c'est là qu'on est sans doute le plus libre. Et à chaque fois que j'étais dans des passages particulièrement romanesques, comme la prison en Afrique par exemple, j'en profitais pour user et abuser des effets romanesques effectivement que la vie nous procure par moments. Ouais. Et là, c'est une histoire, cette histoire que tu racontes, c'est en fait, là j'ai appelé ce plateau Ce qui nous construit, c'est ce qui tu t'as construit en fait. Oui, enfin c'était déjà dans Mother le cas, mais Mother c'était un peu la ligne de crête féminine à travers la mer, Mother, et là c'est plutôt la ligne de crête, c'est plutôt l'affiliation du coup, par rapport au père. Un père adoptif. Donc, un père adoptif, mais qui est extrêmement aimant. Oui, c'est pour ça que c'est le Saint-Christophe de Rubens de la couverture. Hein. C'est mon Saint-Christophe. Oui. Et donc cet homme surgit dans notre vie, ma mère et moi, à l'âge de 5 ans, et devient ce Saint-Christophe qui a une caractéristique particulière, c'est qu'il est maître de judo. Et donc à la fois j'ai le sentiment que je suis enveloppé... par une bienveillance, une force masculine que je ne connaissais pas, puisque je connaissais que le corps de ma mère, si j'ose dire, et donc sa douceur, et j'avais jamais imaginé engager un pugilat avec elle. Et là, d'un seul coup, il y a cet homme qui surgit dans notre vie, avec qui immédiatement je chahute, et je découvre cette force que je ne soupçonnais pas. Une force douce en même temps. Mais c'est une force douce parce que c'est pas une force qui conduit à la violence, c'est-à-dire c'est une force éduquée. C'est une force éduquée, c'est une force extrêmement cultivée puisque c'est la force d'un maître, en l'occurrence d'un maître de judo. Et donc évidemment, ça va produire un effet d'aimantation immédiatement chez moi et de modélisation, si je puis dire, même si ma mère s'oppose radicalement à ce que je pratique le judo, invoquant
les chutes qui, selon elle, vont me briser le dos. Et donc, je suis sur cette question de la chute avec un père qui dit qu'il faut chuter, il faut apprendre à chuter pour se relever, et une mère qui me dit qu'il ne faut pas chuter pour ne pas avoir mal au dos. Et donc, je suis sur la question de la chute, et ça devient un motif. C'est le motif qui parcourt tout le livre, parce que je vais traverser tout au long de ma vie des chutes, dont certaines extrêmement tragiques. Et donc, ce livre raconte les chutes, c'est-à-dire à la fois les chutes et comment on s'en relève ou comment on ne s'en relève pas, et comment on bricole sans cesse tout au long de sa vie pour essayer de traverser des épreuves qui, par moments, sont des épreuves totales, absolues. Et donc, il y a les arts martiaux, évidemment, qui sont une espèce de socle qui me constitue. Et quand je deviens adulte, comme si la loi de ma mère était devenue une loi physiologique, je me mets évidemment immédiatement au judo dès l'âge de 18 ans, échappant à l'autorité maternelle. Et, rebelle. Voilà, rebelle, mais enfin rebelle, l'âge de la majorité, c'est quand même très tardif. Et donc je me mets au judo, mais j'ai un souci, c'est-à-dire que les mouvements tournoyants me donnent immédiatement la nausée et le mal de mer, comme la valse. J'adore danser, mais la valse, vraiment, je suis désolé, je ne peux pas. Et donc je danse toutes les autres danses, dont le rock'n'roll très volontiers, vu ma génération, mais pas la valse. Et donc je ne peux pas continuer le judo. Et ce qui est fou, c'est que mes parents se rencontrent dans le dojo. Dire mon père adoptif, ma mère pratiquait elle-même le judo. Et donc ils se rencontrent quand même dans ce dojo. Le maître de ce dojo, c'est celui qui devient mon père, mais c'est aussi le parrain, mon parrain. Et donc je vais voir mon parrain aussitôt mes 18 ans passés. Et je commence à faire du judo. Et puis après, je lui dis, j'ai le mal de mer, c'est le cas de le dire, puisque c'est ma mère qui m'a empêché de faire du judo. Donc vous voyez, on n'en sort pas. Et donc, à un moment donné, je vais avoir véritablement une tragédie qui est la disparition de ma compagne, de manière extrêmement violente. Les questions des chutes encore, une chute qui surgit là. Et donc les arts martiaux vont rester quand même en moi comme quelque chose qui pourrait être un recours. Et je vais me tourner par défaut, si on peut dire, vers le karaté, ne sachant pas que ça fait 40 ans maintenant que j'en fais tous les jours, sauf quand je suis à Saint-Malo, évidemment. Et voilà, ça va. Et donc ce que raconte ce livre, c'est à travers les chutes et à travers les obstacles. La prison en Afrique noire en est un, mais très romanesque. Et d'une certaine façon, le karaté m'aide à supporter cette incarcération dans un pays sahélien avec 28 prisonniers, dont des trafiquants d'armes, des criminels, etc. Puisque dans les prisons africaines, évidemment, il y a peu de moyens. Et donc on met tout le monde ensemble. Bref, donc tous ces passages difficiles se tissent avec quelque chose qui se construit progressivement, qui est une ascèse, et qui est une ascèse qui n'est pas seulement une ascèse pour aller vers je ne sais quelle révélation, mais qui est une ascèse qui est là pour nous permettre de tenir debout encore, et chacune et chacun d'entre nous traverse des épreuves, des obstacles et des tragédies, personne n'y échappe, malheureusement. Et donc, c'est un livre sur la manière dont se tisse à travers cette ascèse la possibilité de se relever et de continuer le chemin. Oui, à propos des chutes, mais l'Occident n'aime pas la chute, symboliquement détestable, qui signifie l'humiliation, la dégradation. Fier qu'il est de se dresser sur ses ergots, bien campé, dominateur, droit dans ses bottes. Il s'agit d'accepter ici que le déséquilibre et la chute participent de la vie, qu'ils soient indexés d'une valeur positive, pour le moins d'une évidence naturelle, ce qu'ils sont. Apprendre à chuter serait alors un moyen de se relever sans dommage, de continuer justement son existence debout.
Voilà. Et en fait, il y a des pages extraordinaires aussi sur le corps, sur la pratique du sport, pas seulement le judo, le karaté, il y a la piscine, il y a, etc. etc. En fait, ta mère, au début, elle veut te faire faire de la De la gymnastique. gymnastique. Ouais. Demain, on a quelqu'un, je suis avec un auteur qui parle de la gymnastique. Ah oui, Parce tic-tic. que, en plus, non seulement ma mère, elle veut pas que je fasse de chute de judo parce que ça abîme le dos, mais en plus, elle veut que je fasse des sauts périlleux au-dessus du vide, que je fasse des soleils avec la barre fixe, que je fasse des anneaux tournoyants, enfin, des choses qui relèvent véritablement de l'espèce des oiseaux. Enfin, vous allez voir les prochains Jeux olympiques. Vous allez voir comment les gymnases, effectivement, sont des oiseaux. Ils appartiennent absolument à l'espèce des oiseaux. Et alors moi, pas du tout. Alors pas du tout. Moi, je suis hyper terrien. Déjà, l'avion, pour moi, c'est une espèce presque de scandale ontologique qu'on puisse voler. Bref. Et donc, ma mère veut absolument que je fasse de la gymnastique parce qu'elle rêvait d'être gymnaste, sauf que c'était pendant la guerre, etc. Et donc, je fais des sauts périlleux arrière. Et quand j'arrive en haut de la courbe, d'un seul coup, je me paralyse et je tombe verticalement. Heureusement, il y a la parade, comme on disait, comme on disait au club de gym. Mais en fait, j'ai toujours été extrêmement médiocre comme gymnase. Mais c'est bizarre cette opposition quand même de cette mère, parce qu'il y a bien sûr cette pratique du judo, mais c'est aussi casser en fait une relation magnifique entre ce père adoptif et cet enfant. C'est comme on a presque l'impression en lisant Céline qu'elle est jalouse de ce qui pourrait encore plus vous rapprocher avec le judo aussi. Oui, c'est resté un mystère, hein, parce Ouais. que en fait, l'architecture de cette famille, qui est une famille composée avec des êtres qui s'associent ensemble et qui s'adoptent réciproquement, en fait, tout part du dojo de judo. Et donc, pourquoi d'un seul coup elle a mis un veto, je ne sais pas, parce que l'homme avec qui elle m'a conçu était lui-même dans ce dojo. C'est un ouvrier qui pratique tous les jours pratiquement. Hein, Oui, bah lui, c'est un- il est l'assistant du parrain, donc il est le compagnie, hein, on dit en termes japonais. Donc c'est vraiment le premier assistant. Ce sont des pionniers, hein, ils ouvrent le premier dojo à Paris en 1947. Et ils font venir un messager du Japon, qui est Ishiro Abe, qui est le messager envoyé par le créateur du judo, Jigoro Kano, qui envoie un messager comme ça en France. Ce messager est reçu d'abord à Toulouse, où il va enseigner le vrai judo japonais, parce qu'avant le judo en France se pratiquait un peu comme une espèce de lutte gréco-romaine, un peu aspirée de. Et là, ce Ishiro Abe va monter ensuite à Paris, et une fois qu'il va être à Paris, il va enseigner à mon père et à mon parrain le vrai judo japonais, qu'ils vont ensuite diffuser. Donc ce sont des pionniers, et donc c'est un lieu... C'est un lieu d'aimantation très fort pour l'enfant que je suis. Et il y a ma mère qui, bizarrement, interdit ce lien, comme tu disais, c'est-à-dire ce lien charnel avec cet homme. Parce que le lien charnel avec cet homme ne peut passer que par le chahut, la bagarre. Hein, ce que j'appelle la bagarre. Et donc, là, d'un seul coup, au lieu de faire la bagarre simplement avec ce père, eh bien, j'aurais d'un seul coup des formes qui me seraient transmises, c'est-à-dire un savoir qui est un savoir gestuel au lieu d'être un savoir théorique ou un savoir académique. Parce que les arts martiaux, ça, c'est pas du sport, en fait, c'est pour ça que ça s'appelle un art, des arts. Hein, il y a des textes sacrés, si j'ose dire, hein, comme la Bible, hein, c'est-à-dire les textes sacrés sont les katas, et puis il y a toute une pratique du combat qui relève de la conversation, hein, puisque combattre, c'est se battre avec, étymologiquement, et c'est pas forcément se battre contre. Et dans les Olympiades, il y a évidemment des combats. Du temps des Grecs, hein, des premières Olympiades, il y a des combats, mais c'est se battre avec, et c'est pas se battre contre. Donc, l'enjeu n'est pas celui de la destruction, ni celui de l'anéantissement de l'autre, mais c'est pour ça que j'ai appelé le combat la conversation, c'est parce que dans le combat, il y a cette idée de l'échange d'arguments, comme on peut avoir dans une dispute, c'est-à-dire dans une manière de discuter sur un sujet précis sur lequel on n'est pas d'accord, et on échange des arguments qui font monter évidemment la qualité
de la conversation, hein, la maïotique de Socrate, qui fait monter le niveau de la conversation. Et c'est pareil pour le combat dans les arts martiaux, ça fait monter le niveau de l'échange gestuel où chacun est gagnant, puisque chacun monte dans sa pratique de cet art. Alors ce livre nous fait aussi voyager. Bon, il y a ce passage en Afrique où tu vas être emprisonné, pris pour un espion libyen. Voilà. Je confirme. Emprisonné. Tu as une tête d'espion libyen ? À l'époque, j'avais un peu plus de cheveux. Oui. Et j'étais en saison des pluies, j'étais dans le nord du Cameroun, qui est maintenant extrêmement perturbé par les incursions de Boko Haram, où il y a des massacres de villageois. Enfin, c'est absolument épouvantable ce qui s'y passe. Et à l'époque, c'est déjà extrêmement tendu. Et je suis pendant la saison des pluies, j'ai pas d'appareil photographique, la photocopie de mon visa est pas très lisible. Et donc, voilà, je suis mis en prison et on m'empêche évidemment de joindre mon ambassade, persuadé que je suis infiltré absolument partout. Avec voilà, on va passer un moment, triple casquette. Un moment en prison avec lui et ça fait peur un peu. Et puis il y a la recherche, toujours cette recherche du maître quand même. Il y a le voyage au Japon, etc., etc. Voilà, c'est pas seulement un livre sur le sport, vous l'aurez compris, c'est un livre sur la vie d'un homme qui se construit et qui va aussi transmettre, puisque après il y a les enfants. Oui, il y a la question de la transmission. La transmission dont j'ai été privé enfant, et donc du coup une espèce de volonté absolue de transmettre mon propre savoir. Ensuite, quand je me retrouve hissé à la tribune du Père, comme je dis dans le livre, avec un certain effroi d'ailleurs, puisque je me suis toujours considéré comme un élève, et la pratique des arts martiaux me rappelle sans cesse que je ne suis qu'un élève, et également un fils, puisque l'écriture enfante en nous des enfants, et nous ne sommes pas les pères de nos discours, mais nous sommes plutôt les enfants de l'écriture. Bravo. Et je préfère être Belle un enfant formule. de l'écriture qu'un père discours. Merci Luc, merci. Le récit du combat, donc de Luc Lang, un très beau livre paru chez Stock. Et on va parler maintenant avec Ève Guéra, qui est une jeune autrice qui vient de recevoir le prix qui a reçu le prix Transfuge du meilleur premier roman, et puis qui vient d'avoir le prix Goncourt du premier roman. Bravo, félicitations Ève Guéra. Pour ce premier roman qui raconte aussi votre histoire, d'une certaine façon. Pas vraiment, parce que... c'est bien. En fait, je suis partie d'une source autobiographique, et à partir de là, j'ai créé réellement une fiction. La part de fiction, c'est tout ce qui relève du mensonge, etc. Parce que fondamentalement, ce qui m'est arrivé est une chose tout à fait banale. C'est une jeune fille qui perd son père et qui n'a pas d'argent pour rapatrier le corps. Elle a 34 ans, elle vit... Elle a 23 ans. Elle a 23 ans. Oh, Moi, j'ai 34 ans, mais elle a 23 ans. Non, mais c'est vous que je voulais présenter, c'est ça. C'est pas grave, Alors, vous avez vraiment grandi au Congo-Brazzaville. Oui, Vous avez vraiment quitté pendant la guerre civile. Oui. Vous êtes aujourd'hui enseignante de latin, de grec ancien et de français. Tout à fait. Chroniqueuse pour lire, oui, de temps en temps, et auteur d'un recueil de poésie. Voilà. Voilà, tout ça c'est juste. Ça, c'est juste. Bon, c'est bien. Okay. Et maintenant, on en vient donc Annabella, elle a 23 ans, elle est étudiante en lettres, et elle veut devenir poète. Oui, elle vit à Lyon. Elle vit à Lyon, et c'est un poète qui n'écrit pas. Sa première chose, elle dit à tout le monde qu'elle veut être écrivain, mais elle n'écrit pas, elle est dans une forme d'imposture. Et au moment où elle apprend la mort de ce père, qui lui est resté au Cameroun. On découvre, en fait, le lecteur découvre en même temps qu'Annabella. En fait, je l'ai construit un peu comme une enquête, c'est-à-dire que le lecteur découvre qu'elle ne parlait pas à son père depuis 2 ans. Donc le lecteur va se demander, mais pourquoi ne parlait pas à son père depuis 2 ans ? Donc on a une enquête un peu sur la brouille entre le père et la fille. Et alors, l'histoire de départ, c'est que moi, j'ai perdu mon père à 23 ans, comme Annabella. Et comme Annabella, j'avais besoin de 20 000 € pour rapatrier le corps et je ne les avais pas. Et comme Annabella, je voulais être écrivain. Et je n'écrivais pas. Je n'arrêtais pas de dire à tout le monde que j'écrivais, alors que je n'écrivais pas. Je ne m'asseyais pas 1 heure ou 2 pour écrire. J'étais complètement dans une forme d'imposture.
Et donc ça, c'est le substrat biographique qui est réel. Et à partir de ce substrat biographique, j'ai construit une fresque, enfin j'ai essayé de construire quelque chose de romanesque, c'est-à-dire que j'ai donné à Annabella des contradictions. C'est quelqu'un qui prétend aimer son père, mais qui s'éloigne de son père. Ouais. C'est quelqu'un qui prétend vouloir écrire, mais en fait qui instrumentalise la littérature, qui parle des livres pour se faire valoir. Elle ne cherche pas à connaître profondément les livres, à lire profondément pour soi, pour comprendre le monde, pour rendre intelligible le monde. Elle lit pour dire « j'ai lu Proust ». Et donc c'est quelqu'un qui est un peu... la mort de ce père va la remettre de plein pied dans la réalité du monde. Et donc, il va falloir qu'elle trouve le moyen de rapatrier le corps, il va falloir qu'elle reprenne contact aussi avec la famille. Là aussi, les relations sont un petit peu tendues. Les relations sont un peu tendues parce qu'Annabella est orgueilleuse. Et j'ai voulu, à travers ce livre, montrer comment un orgueil pouvait être détruit par Annabella quand au début du roman, elle dit « je suis écrivain, je suis étudiante en lettres ». Et le fait de dire « je suis étudiante en lettres » est une façon aussi de se distinguer socialement des membres de sa famille, son oncle qui est maçon, sa tante qui est employée, alors à l'époque c'était la NPE, mais ce n'est plus la NPE, c'est Pôle emploi. Et donc c'est une façon de dire « je suis mieux que vous, moi je fais des études ». Et à la fin du roman, alors qu'elle croit qu'elle est autonome, elle se rend compte qu'en fait elle demeure en relation avec les autres et elle a besoin de sa famille. Et donc, en fait, cet orgueil qu'elle s'était construit, c'était une forteresse creuse. Ouais. Et l'histoire de sa grand-mère qui semble l'avoir marquée. Ma grand-mère la grand-mère dans le livre, c'est ma grand-mère. Ah. C'est vraiment ma grand-mère. C'est ces immigrés italiens qui arrivent après 1945. La famille de mon père est originaire du Frioul. C'est une région montagneuse, très pauvre, il n'y a presque rien. Et donc, après la guerre, ils doivent aller en France et ils font partie un peu de ces maçons qui arrivent parce que justement la France a été bombardée, donc il faut la reconstruire. Et donc ils arrivent en France, ils trouvent un peu des petits emplois. Alors c'est près de l'île d'Oléron, mais eux, ils n'ont pas les moyens d'habiter à l'île d'Oléron, donc ils habitent un peu dans les terres, vers Saujon, etc. Et ça, c'est vraiment ma famille, c'est vraiment ce milieu social pour lequel j'ai énormément d'affection. Et donc j'ai voulu rendre un peu justice à ce milieu social-là, voilà. Et c'est une femme aussi qui est un peu qui vient d'une tradition où le masculin est très écrasant, donc les femmes ont tendance à s'effacer. Et puis, sa mère, de toute façon, qui est africaine, oui. elle a laissé tomber aussi. Elle est très égoïste parce qu'elle va la revoir, sa mère, à un moment. Elle va revenir. Elle est assez égoïste, la mère, quand même, me semble-t-il. Non ? Je pense qu'on comprend le point de vue de la mère d'Annabella quand on comprend un système de domination. Ah, oui. Le père d'Annabella vit en Afrique. Il est blanc, il est français. Donc, en tant que français, en tant que blanc, il a presque tous les pouvoirs sur sa fille. Et donc, c'est-à-dire que s'il veut avoir la garde totale de sa fille, l'ambassade lui accorde. Et sa jeune mère, qui est une petite jeune villageoise du coin, elle n'a pas son mot à dire. Et en fait, à travers cette représentation-là, c'est une peinture du néocolonialisme, de ce que c'est que parfois, quand on a, en fait, ce qu'on ne comprend pas quand on voit, c'est pas toujours le cas, mais parfois dans le métissage, il y a comme une forme de violence, parce que la culture dominante écrase la culture qui peut-être est considérée comme inférieure. Et c'est ça, en fait, ce qui se passe avec la mère. C'est pas qu'elle est égoïste, c'est qu'elle n'a pas les moyens de lutter. Elle n'a pas les moyens de lutter. Alors il y a aussi toute cette partie de la vie de cette jeune femme qui va se passer donc dans différents pays d'Afrique au fur et à mesure des mutations de son père. C'est vrai qu'il y a une description du milieu des expats, etc. Et puis de la fuite des expats et des amis. Enfin, c'est un livre aussi quand même sur effectivement comment dire, les séparations, les deuils, les chagrins quand même. Hein, En fait, je crois que...
Enfin, moi, j'aime les livres qui me permettent de comprendre. Ouais. Et je pense qu'un livre, c'est un instrument de la pensée. Quand on lit un livre, on peut comprendre quelque chose sur le deuil, sur la solitude, sur la jalousie, etc. Et au moment où je commence à écrire ce livre, j'essaie de comprendre pourquoi je n'arrive pas à me remettre de la mort de mon père. Et donc, je fais presque comme une autopsie, en fait, de ce qu'a été mon enfance. Comprendre dans quel milieu j'ai grandi, pourquoi, alors que j'ai plutôt l'apparence d'une jeune fille africaine, je ne saurais pas parler une seule langue africaine. Donc c'est aussi comprendre ça, que j'ai été dans des milieux expatriés, dans des lycées français, que j'ai appris le latin, le grec, l'allemand, mais je suis incapable de faire une phrase en lingala, qui est quand même la langue de ma mère. Donc c'était comprendre ça, et c'était aussi comprendre... en fait, pourquoi, alors que mon père était expatrié, il est mort comme quelqu'un de parfaitement misérable. Et en fait, c'est simplement, quand on dit expatrié, on imagine des gens qui partent avec des contrats qui les protègent. Et or, ce n'était pas le cas de mon père, c'était plutôt quelqu'un qui était freelance. Et quand il est parti, c'est un ouvrier, en fait. Ouais, voilà. Ouais. C'est un très beau livre, et c'est vrai qu'on apprend et qu'on comprend beaucoup de choses. Et il y aura des ponts tout à l'heure avec le livre de Nina, parce que là aussi, les questions, même grandes questions du père. Voilà, c'est le premier roman paru chez Grasset, ça s'appelle Rapatriement. Et je vous l'ai dit, il a obtenu déjà 2 prix, donc belle carrière d'écrivaine pour vous. Alors, on va à présent parler de Paletto et moi d'Aparecida Vilalta, qui n'est pas un roman, mais qui se lit comme un roman, on va dire ça comme ça, hein, parce que c'est un peu une tarte à la crème. Mais voilà. Et alors, on est dans le même univers en quelque sorte que celui de Luc Lang, c'est-à-dire c'est des familles avec des personnes qui s'adoptent mutuellement. Là, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Et en même temps, il y a peut-être aussi, mais ça, je m'en rends compte seulement maintenant, en creux, une réflexion sur justement ces rapports de pouvoir des pères, des mères, ces hiérarchies qui sont finalement, qui m'apparaissent là comme absentes. Mais ça, je m'en rends compte seulement maintenant en écoutant les autres. On est dans toute autre relation entre les hommes et les femmes. Alors, je vous présente. Vous êtes professeur d'anthropologie sociale au Musée national de l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Vous avez mené une existence double, paraît-il, comme tous les anthropologues. Bon, je ne sais pas, c'est vous qui nous dites. D'un côté, le terrain, parmi le peuple, un peuple indigène, les Wari, on prononce comme ça, depuis une trentaine d'années. Vous nous expliquerez qui est ce peuple aux confins du Brésil. Et de l'autre côté, le monde contemporain, celui des chercheurs, des universitaires, qui est beaucoup plus proche, évidemment, des publications scientifiques, beaucoup plus proche d'une autre. Vos travaux interrogent et renouvellent les questions sur l'Amazonie indigène, dont on a beaucoup entendu parler, hein, avec des époques très différentes, depuis Lévi-Strauss et d'autres jusqu'à aujourd'hui. Les travaux ne sont pas toujours les mêmes, ça évolue. Vous êtes invité à l'EHESS, au Collège de France, etc. En France, vous y venez souvent, visiblement. Et puis ce livre-là, c'est votre dernier, mais c'est le premier traduit en français, par je l'ai noté, Dinis Gallos, Paletto et moi. Ça raconte votre relation avec le peuple Wari, mais surtout avec un personnage qui est devenu votre père adoptif, Paletto. Souvenir de mon père indigène, c'est le sous-titre du livre. Alors, on va rentrer un petit peu dans cette relation exceptionnelle que vous entretenez d'année en année. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire où et qui est la tribu des Wari ? Ok. Où sont-ils et qui sont-ils? Oui, merci. Bon, les Wari sont un peuple indigène qui habite au Brésil, près de la frontière avec la Bolivie. Ils sont vers 4000 personnes aujourd'hui. Ils étaient moins quand je suis arrivée aux années 80. Et ils sont, les plus vieux ne parlent que leur langue, c'est les Wari.
Et le plus jeune parle maintenant un peu en portugais, le portugais. Bon, ils habitent là. Leur premier contact avec le nom indigène qu'ils appellent les Blancs, s'était passé à la fin des années 1950. Et c'est vraiment récent du point de vue de l'histoire. Et quand je suis arrivée là-bas aux années 80, ils avaient pas beaucoup de gens parlaient portugais. Ils ne parlaient que leur langue. Et comme ça, comme ethnologue, j'étais là pour faire ma maîtrise et après mon doctorat. Et j'ai vécu avec eux pendant des années. Et j'étais obligée, ça veut dire, d'apprendre leur langue, tout ça. Le premier contact avec le blanc est quand même très rude, puisque c'est d'abord la maladie et d'abord des morts. Avec des microbes qui se baladent, qui n'avaient jamais vu le corps des Wari. Et du coup, leur première réaction pourrait être celui d'un rejet du peuple blanc. Mais ce n'est pas ce qui vous est arrivé. Non, heureusement non. Oui, 2 tiers de la population étaient décédés. Avant tout, à cause de mitraillettes, ils étaient tués à cause du caoutchouc, parce que les Blancs voulaient les caoutchoucs. Et après, à cause des maladies, des épidémies qui sont arrivées, et 2 tiers de la population est tuée, on peut dire. Et je suis arrivée aux années 80, et comme ça, les choses étaient un peu étables et stabilisées. Et bon, il disait, mon père qui m'a adopté, Palito, il disait, parce que je lui ai demandé, mais tu n'es pas enragé contre moi, contre ma famille? Il dit, non, non, parce que tu habites loin. Parce que moi, je suis venue de Rio de Janeiro, comme ça. Il dit, non, non, tu n'as pas fait ça. C'était pas ta famille qui a fait ça, ce sont les autres. Alors, cette rencontre, elle se fait de manière presque anecdotique au départ. C'est un des hommes du village, c'est son fils qui vous le présente. Et puis petit à petit, vous nouez des relations avec lui qui vont aller jusqu'à cette adoption mutuelle. Mais d'abord, il faut vous faire adopter par le village, par les Wari. Et ça, vous le faites en mangeant ce qu'ils mangent. C'est Oui. très important. Oui, c'est très important, c'est très important. Bon, je suis arrivée comme une jeune ethnologue, j'avais 28 ans. Je suis arrivée pour faire mon terrain, c'est ça que les ethnologues appellent ce qu'on fait. On est allé pour vivre avec le peuple qu'on va étudier, écrire, et on doit apprendre la langue et faire tout ce qu'on peut faire, vivre comme eux. Et comme ça, je suis arrivée, je ne parlais pas la langue. Et la première personne que j'ai rencontrée, c'était le fils de Palito, Abrão, qui est devenu mon frère, qui m'a introduit à son père et tout ça. Et pour moi, je n'ai fait qu'imiter et faire les choses qu'il faisait, parce que moi, je ne connaissais rien. Et au début, mais je me sentis toujours très confortable, parce qu'ils étaient très accueillants tout le temps, même s'ils étaient absolument différents de tout, les choses à manger et tout ça. Mais c'était très important, comme vous avez dit, de manger comme eux. Parce que pour eux, les gens qui mangent les mêmes choses sont les gens qui pouvaient devenir les parents, les gens qui ont des relations. Et si j'ai dit, oh bon, non, ça, je ne vais pas, ça me dégoûte, ça c'est pas le bon pas. Mais j'étais entraînée avant comme ethnologue, c'est qu'on doit faire. Et c'était bon? C'était très bon, c'était très bon. Même les choses qui ne paraissent pas bien sont bonnes. Oui, parce que vous mangez quand même des chenilles au départ, des sortes de chenilles. Oui. Voilà. On y vient. Et puis des poux. Parce qu'il faut manger les poux. Trop petits. Alors ça, c'est l'astuce que vous avez trouvée pour dire, bon, les poux, ça ne me nourrit pas assez, donc je ne les mange pas. Donc ça vous fait une manière polie de dire que vous ne mangez pas les poux. Oui, parce qu'en fait, une façon de faire la caresse aux gens là-bas, les gens se touchent beaucoup. C'est de regarder si quelqu'un a
Et si on arrive, quelqu'un arrive, immédiatement, quelqu'un touche le cheveu et commence. Et c'est délicieux quand on est seul. J'étais seule, quelqu'un fait la caresse, je suis ravie de voir. Et comme je n'avais pas d'époux, les gens ne sont pas intéressés, ils disent, ah donc bon. Et quand j'avais mon premier époux, j'étais ravie. J'ai un pot et tout le monde va caresser mes cheveux. C'était super bien. Pour en trouver d'autres. Et quand ça vous manque, quand vous êtes dans le monde occidental, vous adorez quand les esthéticiennes vous demandent si elles peuvent vous toucher la tête. Oui, Et vous vous dites oui. oh oui, oh oui. Oui, Enfin. parce que c'est une façon que je suis allée au Laos. Et là-bas, c'est pas évident qu'on peut toucher la tête des gens. Et j'étais là pour les massages et tout ça. Et la dame m'a demandé est-ce que j'ai faire à vos têtes, tout ça. J'ai dit, mais bien sûr, bien sûr. Alors, autre chose qu'il faut savoir à propos de ce peuple, c'est qu'ils sont anthropophages. Ou ils l'étaient. Ils l'étaient. Oui. Et que ça a provoqué beaucoup de malentendus, parce que c'était quand même, sur la fin, plutôt rituel. D'abord parce que c'est des techniques de fin de vie, enfin après la mort, des rituels, la manière de se séparer du corps d'un parent, ou alors, là aussi, plutôt symbolique et rituel, quand il y a des combats, de s'approprier en quelque sorte le cœur de l'ennemi. Mais ça a été un prétexte pour beaucoup pour dénigrer ce peuple et le détruire encore plus, de le dévaloriser. Et ça, vous l'expliquez très très bien, comment finalement il y a une méconnaissance totale et des a priori à propos de cette question-là. Ah oui, bien sûr, parce que les livres, ça commence avec la mort des Palito, parce qu'on était très liés, évidemment, pendant 30 ans. Et quand Palito est mort, j'étais à Rio de Janeiro, j'ai reçu au téléphone qu'il était très malade, quelqu'un m'a appelé, et je n'avais pas le temps d'arriver à Rondônia, parce qu'il c'est très loin. Et je ne savais pas quoi faire, et comme ça j'étais très triste, et j'ai décidé d'écrire les livres comme une forme de vivre mon deuil, et comme ça les livres commencent avec la mort de Palito, et c'est pour ça que l'anthropophagie est là, parce que Palito, quand il était adulte même, les rituels funéraires, c'était un rituel de manger les morts, pas les parents proches, mais les enfants, les gens un peu moins liés aux morts. Mais il me racontait ces histoires tout le temps, parce que pour eux, c'était pas un problème, pas du tout. C'est très ritualisé. Il sait qu'ils avaient peur, c'est du corps qui devient pourri dans la terre. Et ça, c'est pour eux, c'est horrible. Et manger, c'est une forme de finir avec le corps, et aussi pour faire le corps disparaître, pour que les parents proches ne regardent plus. C'est en faveur, c'est quelque chose qu'on fait pour les parents, pour faciliter le deuil, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai raconté, même si évidemment c'était un problème aux années 60 pour les indigènes au Brésil, parce qu'il n'y avait pas seulement les Ouaris, il y avait les autres qui mangeaient leurs morts, mais c'est pas à cause des femmes, famine, c'est rien, c'est ritualisé, c'est en funérailles, c'est pour le deuil, tout ça. Et comme ça, je raconte au premier chapitre du livre le rituel, parce que je commence à dire Palito ne sera pas mangé, parce qu'il était enterré. À ce moment-là, on ne mange plus. C'est un livre très touchant, évidemment, dans cette relation. Et je terminerai là-dessus. C'est juste pour dire qu'on voit Palito passer de sa culture et dans son petit village à quelque chose de très international, puisqu'à la fin, les derniers échanges que vous avez avec lui, c'est aussi par Zoom. Par vidéo, et il se débrouille très bien avec Internet. Il est très à l'aise dans les grandes villes, il n'est pas du tout surpris. Il dit que les Blancs font des trucs formidables aussi. Et c'est très touchant. Ça donne très envie de découvrir ce livre, vraiment. Oui, c'est toute Merci. la vie de cet homme
depuis les années 1930, quelque chose qu'il est né peut-être, jusqu'à 2017 quand il est mort. Et comme ça, j'essaie de reconstruire sa vie et tous les événements historiques, mais dans sa vie. Et comme ça, je suis là dans les livres aussi. C'est une double biographie parce que j'écris sur ma relation. C'est un livre, c'est une biographie d'une relation, c'est ça. Oui, c'est bien, c'est bien. Bonne Merci définition. beaucoup. Merci. Alors, Nina Bouraoui est née à Rennes. Votre mère, Nina, est bretonne. Votre père est algérien. Et les 14 premières années de votre vie, vous allez les passer dans l'Algérie des années 70 avant de revenir en France. Vous dites, Nina, que vous êtes issue de 3 cultures, 3 nationalités, algérienne, française et homosexuelle. Ah oui, c'est vrai que j'ai dit ça. Oh là Vous là. l'avez dit. Mais je pense que j'étais assez jeune. Vous savez, dans la jeunesse, on a besoin de revendiquer quelque chose. Et c'était une époque où peut-être que mon homosexualité était mal vécue par moi, et mal vue par les autres. Et j'avais parfois des sorties un peu provocatrices. Mais finalement, c'est pas mal parce que être différent, c'est avoir une certaine identité, donc une certaine culture, c'est vrai. Ah oui. Vous avez reçu le prix du livre inter pour La Voyeuse interdite, votre premier livre, le prix Renaudot pour Mes mauvaises pensées en 2005, Otage paru en décembre, je ne sais plus quelle année, chez Jean-Claude Lattès. 2020. 2020 a d'abord été une pièce de théâtre. Exactement, 2014. Ouais. Et votre œuvre, je sais pas, j'ai pas compté, mais ça doit faire une vingtaine de livres Une vingtaine, maintenant, ouais. voilà, traduites dans le monde entier. Il y a deux actualités en fait. Ce livre Grand Seigneur, paru chez Jean-Claude Lattès toujours, qui raconte là aussi l'histoire d'un père qui va mourir et vous allez remonter un petit peu le temps avec lui pour nous le présenter. Il y a une très jolie photo de vous avec Qui votre est prise père. dans le jardin du Tabor, en fait. Ah oui, à Rennes ouais. même, voilà. Et puis, il y a aussi ce livre, Le désir d'un roman sans fin, qui vient tout juste de paraître. En tout cas, moi, je l'ai eu il y a 2 jours. Ah oui, non, ils sont sortis tous les deux en janvier. Ah, ils sont sortis en Ouais. même temps. Oui, Donc, oui. moi, je l'ai eu il y a 2 jours. Ce sont des écrits, des choses que vous avez écrites entre 1999 et 2022 et que vous avez réunies comme ça dans ce livre, sous ce titre, Le désir d'un roman sans fin. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ça. Oui, parce que le titre a été trouvé par mon éditrice parce qu'il est dans un des textes. Je crois qu'il est au sein d'un journal intime que je tenais pour un magazine qui s'appelait Senso. Et en fait, dans ce recueil de textes, il y a donc des journaux intimes, des écrits pour des magazines féminins, ou alors pour Le Monde, pour le Nouvel Obs, un journal du confinement d'ailleurs. Il y a toute la chronique que j'ai tenue pour Tétu, le magazine Tétu, pendant 3 ans. Donc c'était une manière de rassembler ce que j'ai seulement retrouvé. Et on voit aussi les limites de la technologie parce que il y avait des ordinateurs qui ne marchaient plus, donc qui ont emprisonné des textes que je ne peux plus retrouver. Et puis aussi des clés USB égarées. Donc tout n'est pas là parce que j'ai commencé à publier en 91 et on m'a commandé des textes dès 91 pour de nombreux journaux. Donc je n'ai retrouvé qu'à partir de 99. Et parfois je recopiais même à la main d'après les magazines que j'avais gardés. Donc oui, le désir d'un roman sans fin, c'est on aimerait tous que tout soit sans fin. Les histoires d'amour, la littérature, la vie, la jeunesse, le bonheur. Et je pense que oui, j'ai toujours associé la sensualité et le désir à l'écriture. Je n'ai jamais départi les deux choses. Et c'est pour cette raison que je me sens plus une artiste qu'une intellectuelle. Vous écrivez ceci: les mots ici rassemblés sont miroirs et reflets, opérant telle la boule à facettes qui éclaire une partie du visage comme une partie d'un roman passé ou à venir. Aucun n'a ma préférence, aucun ne me fait honte. L'art d'écrire ressemble à l'art d'aimer dans sa grâce, dans ses abîmes et dans l'espoir qu'il fait naître.
c'est joli. Merci. Mais c'est vrai que quand j'ai relu tous ces textes, je me suis rendu compte qu'ils éclairaient aussi mes romans. Ce sont des textes qui disent toujours les mêmes obsessions, les mêmes territoires, les mêmes lumières. Il y a l'Algérie, il y a la Bretagne, il y a l'amour, il y a la désespérance amoureuse, il y a la quête d'identité, la peur d'être différent, il y a cette recherche d'acceptation de soi lorsqu'on est une femme homosexuelle, lorsqu'on est une femme métisse. C'est vrai que moi, je les ai un peu tous accumulés, les choses qui étaient parfois non pas embarrassantes, mais peut-être entravantes dans les années 80, 90. Je trouve que nos années commencent quand même à être plus éclairées, tout du moins en France ou en Occident. Et ce livre peut se lire finalement comme un roman, donc un roman sans fin que l'on peut prendre n'importe où, qu'on peut piocher. Alors moi j'ai trouvé Saint-Malo, bien sûr. Bien sûr. Saint-Malo, terre amoureuse. C'est un article paru dans Le Monde, hein, dans un lieu, un écrivain. Pourquoi terre amoureuse? Parce que Saint-Malo, ça a été ma terre d'apprentissage, de l'amour, de l'amitié, l'apprentissage de la mort aussi. En fait, nous nous rendions à Saint-Malo avec ma sœur dès l'âge de 5 ans, puisqu'à Alger, ma mère disait il fait trop chaud l'été. Donc, mes grands-parents avaient 2 petites maisons merveilleuses, très modestes, mais très très bien placées, dans le chemin qui s'appelle l'allée de la Crolante, qui mène à la plage du Pont. Et j'y ai passé les plus beaux étés, franchement, de mon adolescence jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai arrêté de m'y rendre à 18 ans parce que, parallèlement, et c'est l'histoire d'un livre qui s'appelle La vie heureuse, qui a été publié en 2002 chez Stock. J'étais en train de perdre ma jeune tante d'un cancer. Elle avait 36 ans. Et Saint-Malo, ça a été le lieu de la féerie, de la joie, mais aussi Saint-Malo, mais Saint-Briac, Dinard, Saint-Lunaire, la Potinière, le Rusty, le Pénélope, la Chaumière. Enfin, on sortait beaucoup. Moi, j'ai connu beaucoup tous ces endroits. Et cette petite plage du Pont, en fait, qui n'est pas si petite, qui était charmante avec cette digue qui longe finalement, qui est au pied des falaises de la Varde. Et avec mes cousins, on se promenait beaucoup là-bas. Et ça a été vraiment une terre... c'était ma terre française. En fait, j'apprenais à être française, puisque moi, je vivais en Algérie, et les étés, c'était des étés d'abord rennais et après malouins, avec ma grand-mère, qui cuisinait beaucoup pour nous. C'était des maisons très gaies, il y avait toujours beaucoup de musique, et beaucoup de cousins, beaucoup de fêtes, et la vie. Et bien sûr, là aussi, vous parlez de votre Algérie. Et il y a un texte qui s'intitule « Je suis la faussaire de mon passé ». Ah oui, ça c'était dans la revue des Deux Mondes. Oui. Parce que je me suis aperçue que quand même, j'ai beaucoup écrit aussi sur l'Algérie. Et à la mort de mon père, et je le dis d'ailleurs dans Grand Seigneur, je me suis aperçue que cette Algérie, je ne la connaissais plus. Et quand je l'écrivais, c'était sous forme de contes ou de légendes, qu'elle ne correspondait plus du tout à cette Algérie aujourd'hui. Moi, je l'ai quittée en 1981. Je ne l'ai jamais retrouvée. Et je l'ai beaucoup poétisée, fabriquée, encensée, certainement aussi pour guérir ce qu'on a appelé la décennie noire, ces années 90 ensanglantées de massacres, où ce pays était d'ailleurs bien seul face à la violence et l'extrémisme islamiste. Le reste du monde ne voulait pas regarder. On ne voulait pas savoir. Les Algériens se sont massacrés entre eux, entre frères. Et je crois qu'il me tenait vraiment à cœur de donner une image éblouissante comme moi je l'ai eue dans les années 70, même si c'était déjà un pays qui n'était pas libre, où il était compliqué d'être une Française pour ma mère, d'être des enfants métis pour ma sœur et moi. Mais j'ai connu là-bas la grâce de la nature, de la lumière, de la beauté, du Sahara, des montagnes. Je pense grâce qui quand même, je l'espère, traverse chacun de mes romans, en tous les cas les éclairs. L'Algérie m'a donné un sens esthétique qui est aussi, je crois, un des sens dont un écrivain peut tellement jouir à travers de ses livres. Alors, dans Grand Seigneur, vous écrivez ceci: « Je sais que garder une peine pour soi, ne pas l'exprimer, fait courir le risque qu'elle ressurgisse des années après, déroutante car inattendue. La peine a une mémoire, et déjà je dois me délester de ses souvenirs en livrant les images que je possède de mon père chez lui, et à présent dans cette chambre 119 qui donne sur un jardin. Votre père est rentré en soins palliatifs le 28 mai 2022. Oui. Et en fait, dans ce livre, c'est tout l'accompagnement,
les moments d'espoir. C'est pas possible qu'il s'en aille, les moments de désespoir, parce qu'il va devoir partir, il va falloir qu'il parte. Il y a tout ce que ça remet en question, en fait, dans la vie d'une fille. Oui, parce que mon père était malade, mais moi je ne m'attendais pas à une accélération des choses, et lui non plus, parce que lui avait la faculté de se penser totalement éternel. Et d'ailleurs, quand il est rentré à Jeanne Garnier, il m'a dit « je pars quand ?» Et moi, je faisais que lui mentir. Je disais « tu vas partir dès que tes forces seront retrouvées ». Et c'est vrai qu'à l'époque, j'écrivais tout autre chose, et j'ai arrêté. Et je me suis dit que... j'ai cru naïvement au début que la littérature allait pouvoir sauver mon père, que les mots étaient vaudous, qu'ils avaient une sorte de puissance, et puis finalement pas du tout. Mon père est resté 11 jours et nous avons assisté en fait à son agonie. Je dis que c'est une grande aventure. Et quand je dis aventure, ce n'est pas déplacé, ce n'est pas manquer de respect, c'est une aventure dans le sens où on ne sait pas où elle nous mène, on ne sait pas comment nous allons réagir, nous ne sommes pas du tout préparés à cela, même si à l'époque, c'était il y a 2 ans, j'avais 54 ans, donc j'étais plus une petite fille, mais finalement, de voir mon père se fondre, se dénaturer, c'est ce que nous apprend aussi la maladie, c'est qu'elle elle dénature une personne, on ne la reconnaît plus. Alors je me disais, je n'avais pas de photographie de mon père enfant, peut-être que l'enfant qu'il avait été était cet homme dans un lit qui était devenu un berceau, puisqu'il était totalement dépendant, et je l'ai vu aussi combattre, je l'ai vu résister. Ce n'est pas... Annie Ernaux a écrit un livre que j'aime beaucoup, qui est un journal, qui est son journal quand elle se rendait au chevet de sa mère, atteinte d'Alzheimer, et elle dit c'est pas du tout un récit sur l'hôpital, sur le soin, sur les soignants, même si les soignants de Jeanne Garnier, des soins palliatifs, il faut vraiment les saluer, ce sont des saints, ce sont des gens incroyables qui s'occupent aussi bien d'un malade que de la famille. Moi, je suis passée de bras en bras, de tendresse en tendresse. Je l'écris d'ailleurs, la tendresse n'était pas du tout quelque chose de tabou ou de honteux. Au contraire, à Jeanne Garnier, je n'ai rencontré que la vie. Et pourtant, j'étais dans un lieu de mort, un lieu, franchement, en plus, là où mon père était, ça s'appelait le premier étage du Sacré-Cœur, réservé aux condamnés. Et bizarrement, mon éditeur, il y a très longtemps, Jean-Marc Roberts, qui fut l'éditeur d'ailleurs de Luc, est mort à Jeanne Garnier. C'était très étrange. Parce que moi, j'avais eu Jean-Marc au téléphone, et il me décrivait sa chambre. Et quand je suis rentrée dans la chambre de mon père, alors peut-être elles se ressemblaient toutes, mais je me dis, c'est drôle, des 10 ans avant, mon éditeur, qui était aussi mon père d'écriture, avec qui j'ai eu le prix Renaudot, qui était très important pour moi, se mourait dans cette même chambre. Et souvent, quand je me sauvais, j'allais à la bibliothèque, qui était souvent vide, et il y avait des livres de Jean-Marc. Donc j'avais l'impression de boucler une boucle, et à la fois d'accompagner un homme d'un grand courage. Je trouve que les mourants nous donnent vraiment une grande leçon, c'est celle de rester digne et de ne pas pleurer devant eux, et de garder un sourire, certes de façade, mais de le garder. Et c'est vrai que Annie Ernaux dit, ce livre que j'ai écrit, c'est le résidu de la douleur. Et je crois que c'est vraiment ce que j'ai voulu faire, parce que il y a une forme d'hypnose quand on entre dans un soin palliatif pour accompagner son père, c'est-à-dire une partie de soi. Et moi, une partie très importante, parce que mon père m'a donné sa virilité, m'a donné son amour des lettres, m'a donné... sa tolérance par rapport à oui, c'était un homme, aussi, bien sûr, c'était un homme très ouvert, très tolérant, algérien, ayant épousé une Française, et qui ne m'a jamais jugée dans ma nature amoureuse, bien au contraire, qui n'a jamais été choquée. Et surtout, oui, qui m'a confié une virilité, je lui en voulais. Je me disais, maintenant qu'il part, je vais rester avec ma seule féminité. Que vais-je en faire? Et c'est vrai que suivre cette aventure de la mort, c'est se rendre compte que on est obligé aussi de penser à sa propre mort. Lorsqu'on est à Jeanne Garnier tous les jours, avec ma famille, ma sœur, ma mère, mes neveux, nous passions... Enfin, on arrivait très tôt, on passait 8 heures à son chevet, ce qui était beaucoup trop d'ailleurs. Tout le monde disait, mais c'est trop. Mais on était ainsi, c'était un peu la mama d'Aznavour. C'était très oriental, on était agglutinés autour de cet homme, et on n'a jamais voulu le laisser seul une seule fois. Et je crois aussi qu'on a voulu encore et encore un signe, un mot d'amour.
Ouais. C'est un très, très, très beau livre. Et cette période, c'est aussi une période d'introspection pour vous. Vous réfléchissez à beaucoup de choses. Et même, vous racontez, vous parlez de l'écriture, par exemple, en disant: l'écriture, au début, m'est apparue comme une pratique masculine, un lieu de force, de tension, de combat, lieu qui me fascinait et qui répondait à ma nature garçonne, instable, dérangeante pour certains. J'imaginais la féminité hors de ce lieu, que je comparais au cratère d'un volcan en éruption, gagné par la misogynie du pays dans lequel j'avais grandi et adversaire de ma féminité. Elle n'était pas source de force, de puissance, mais d'ennui, de désagrément. Je vais y arriver. Et qu'à cause d'elle, il m'arriverait des bricoles. Oui, Oui, mais c'est ça. vrai. Mais Par parce sa que faute, il pourrait m'arriver des bricoles. ouais, parce que j'ai grandi dans un pays très masculin, très viril, l'Algérie, des années 70, Alger, un pays aussi où on violentait les enfants, où les femmes se faisaient beaucoup agresser, les hommes se faisaient aussi agresser. Et donc, j'avais pris le parti pris des hommes. J'avais vite compris que la force était de leur côté. Et écrire, mon père qui écrivait beaucoup de discours, il était haut fonctionnaire international. Il a travaillé pour la Banque centrale d'Algérie longtemps. Et puis après, il représentait son pays notamment au FMI. Donc il écrivait beaucoup des discours, les siens, ceux des autres, assis sur un tapis tel un fakir, avec des cigarettes, des cendriers, les briquets. Il s'endormait souvent à 5 heures du matin, je le voyais. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de magique qui pour moi, évoquait la liberté et la force sur toutes ces rames de papier éparpillées et ce stylo et l'organisation des idées. Et mon père m'a fait aimer l'organisation des idées qui finalement peut être aussi une petite définition d'un livre. Alors, Grand Seigneur, on va pas demander pourquoi le titre. Si, on dit pour le Mais pourquoi le titre. très simplement, c'était une chanson de Gainsbourg, mais que chantait Reggiani. Je crois que mon père aimait plutôt la chanson de Reggiani. Et quand il faisait ses études à Rennes, à la faculté de droit et d'économie de Rennes, c'est une chanson qu'il chantait souvent, surtout pour ce passage Grand Seigneur d'Isaac au chasseur. Voilà, c'est l'histoire d'un homme qui aime une femme du monde, et lui n'est pas de son monde. Et j'y voyais une forme d'allégorie, une forme d'image au couple que mes parents ont formé dans cette reine en pleine guerre d'Algérie. C'était pas facile pour eux, ils ont été résistants, mais ils avaient beaucoup d'amis rennais, beaucoup d'amis français. Et puis quand mon père a eu son savoir et que son pays est devenu libre, il est parti avec son savoir, espérant reconstruire un pays qui finalement n'était pas libre. Ça s'intitule Grand Seigneur. Merci, Nina. Merci beaucoup. Grand Seigneur, paru chez Jean-Claude Lattès, et puis donc Le désir d'un roman sans fin, écrit 1999-2022, paru aussi chez Jean-Claude Lattès. Et puis, on a parlé aussi du livre... Paletto et moi, d'Aparecida Villacha, Souvenir de mon père indigène aux éditions Marcali. Paletto, c'est un surnom, hein, ça veut dire veste. C'est pas son nom, il y a plein de noms différents, mais c'est son surnom. Ève Guéra pour son livre Rapatriement, paru aux éditions Grasset. Merci. Et Luc, oh mais Luc, j'allais oublier Luc. Bah oui, tu ne m'aimes pas. Mais tu si, ne je m'aimes t'aime. pas. Mais non, tu ne m'aimes pas. Mais si, je t'assure, je t'aime. Mais je suis habituée à avoir 3 auteurs, alors tout à coup d'en avoir 4, me voilà. Non, et le très beau livre, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Le récit du combat de Luc Lang, paru aux éditions Stock. Voilà. Il faut que vous les lisiez tous. Merci.